Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mise en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Pour cette nouvelle série, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pu tendre mon micro à celles et ceux que l'on entend trop peu. En partenariat avec la plateforme VIP, association iséroise dédiée aux questions de vieillissement, de fin de vie, de mort et de deuil des personnes en situation de précarité, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé et traversent encore pour certains des périodes d'incertitude, de difficulté, de vulnérabilité aussi, pour recueillir leurs paroles. Alors en même temps que tes oreilles, je t'invite à ouvrir grand ton cœur. Salut Charlotte! Salut Tiffany! Je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Tu fais vraiment partie des rencontres assez incroyables qui sont arrivées sur mon chemin depuis que je travaille sur le sujet du deuil. Du coup, moi, ça fait 1 an que je te connais maintenant, mais je te laisse te présenter à nos auditeurs. Donc, je suis Charlotte Dubowski, je suis chargée de mission à la plateforme Vieillissement et Précarité à Grenoble. C'est un dispositif de l'association Le Relais aux âmes qui fait de l'accompagnement, de l'hébergement et de l'accueil pour des grands précaires. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble pour définir la précarité. Du coup, est-ce que tu peux me dire ce que c'est être précaire selon toi ? Du coup, c'est une notion qui est quand même assez complexe et comme souvent, chacun il va de sa définition et il n'y a pas vraiment deux définitions qui fassent consensus. Mais pour moi, ce qui est quand même assez important, c'est de distinguer précarité et pauvreté parce que la pauvreté, c'est une partie de la précarité, mais c'est un phénomène beaucoup plus large. Et pour moi, je pense qu'on peut parler de précarité au pluriel. Et ce qui me paraît important, c'est de parler en termes de processus et pas forcément d'état stable de précarité. Que c'est important aussi d'avoir une approche multidimensionnelle de la précarité parce que ça vient toucher plein de dimensions de la vie différentes. Et de ne pas isoler les précaires au système social dans lequel ils appartiennent parce que c'est intimement lié. C'est pas une personne qui décide qu'elle est précaire, il y a vraiment le système social qui engendre la précarité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ces 2 derniers points que tu as donnés ? Par exemple, tu disais qu'il n'y avait pas une précarité, il y avait des précarités. Peut-être que je peux te donner une définition qui fait à peu près consensus d'un auteur qui dit, je cite, que la précarité, c'est l'absence des conditions et des sécurités qui permettent à une personne, une famille ou un groupe de personnes d'assumer pleinement leurs responsabilités et de bénéficier de leurs droits fondamentaux, et que la précarité est caractérisée par une forte incertitude sur la possibilité de pouvoir retrouver dans un avenir proche une situation qui est considérée comme acceptable. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'insécurité et d'incertitude, et ça peut être aussi bien financier que culturel, que social, que alimentaire, il y a vraiment plein de précarités différentes. Et dans les structures du large champ de la précarité, il y a plein d'entrées différentes. Sur les structures d'hébergement, par exemple, ça va être une entrée avec beaucoup de problèmes administratifs. Là, sur des pensions de famille, ça va être plus l'isolement. Il y a vraiment chaque thématique de la précarité qui est prise en compte par différentes structures. Du coup, la précarité, c'est aussi ce qui est important pour moi, je pense, c'est que c'est très culturel et dépendant d'une époque et d'un contexte, et que c'est évolutif du coup. Et que ça se retrouve aussi dans les termes où à un moment on parlait purement des sans-abri par exemple, et que là on commence à parler du mal-logement. Du coup on voit bien qu'il y a une évolution qui dépend aussi de notre époque, et de la précarité énergétique dont on ne parlait pas forcément avant. Voilà. Donc si je comprends bien, dans ce qu'on se dit aujourd'hui, être précaire, ça veut pas forcément dire être une personne qui vit dans la rue. Non. Ni une personne qui vit dans la rue, ni forcément une personne qui n'a pas du tout de ressources. C'est pas... Non, ça c'est vraiment du cliché. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de profils qui peuvent nous éclairer ? Il y a clairement des personnes qui vivent dans la rue. Après, il y a des personnes qui sont en structure. Il y a des personnes qui ont été médecins, qui se retrouvent en situation de précarité parce que, à un moment, accident de parcours,
Il y a aussi des personnes en situation d'exil qui, chez eux, pouvaient avoir une situation tout à fait acceptable, si on prend la définition d'avant, et qui se retrouvent là, pas forcément très bien accueillis, sans papier, sans droit, ni titre, et qui, du coup, se retrouvent en situation de précarité, alors qu'ils pourraient tout à fait, si la situation administrative le permettait, mener une vie tout à fait normale, quoi. Et dans les textes aussi, il y en a qui classent la population en 3 catégories de personnes. Les protégés, qui ont de grandes chances de jamais se retrouver en situation de précarité. Les précarisables et les précaires. Et où, à la base, on parlait de précarité due à l'emploi. Et où, dans une société qui se complexifie, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent amener à la précarité. Mais voilà, il y a vraiment ce côté d'incertitude. Et il y a des auteurs qui parlent de la montée des incertitudes. Tu as commencé un petit peu à nous en parler, à nous donner des exemples. Comment est-ce qu'on devient précaire, selon toi ? Il y a des études qui montrent que si on a été dès tout petit dans l'aide sociale à l'enfance, ou voilà, une espèce quand même de reproduction sociale qui peut amener à la précarité. Mais sinon, c'est dans les exemples qu'on peut voir dans les structures. Il y a 1001 façons de devenir précaire et personne n'est à l'abri de passer le cap, de devenir précaire. Et voilà, et je pense que les trucs de c'est juste parce qu'il est alcoolique, ou c'est juste parce qu'il n'a pas travaillé à l'école, ou c'est faux. Je pense que c'est vraiment des idées reçues et que c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus subtil. Il y a ce truc de, oui, il y a des accidents de vie qui peuvent arriver vraiment à tout un chacun et ça peut aller vite. Est-ce que tu as des exemples d'accidents de vie auxquels tu penses ? Oui, il y a des personnes, par exemple, moi j'ai croisé un monsieur qui nous disait que il était prof et puis il ne savait pas qu'il était bipolaire, grosse décompensation. Il a perdu son emploi, sa femme, sa maison. Et derrière, la spirale qu'on peut imaginer. Alors que, qu'il avait une vie qui laissait pas présager ça. Il y avait un autre monsieur qui m'expliquait qu'il était en couple, dans un logement qui appartenait à sa femme, qui avait déjà eu des enfants, avec qui il s'était jamais entendu. Décès de cette dame-là, il s'est fait virer du logement. Et voilà, donc du coup, la perte de cette femme, plus la perte du logement, plus alcoolisation et perte du travail. Et voilà, une autre spirale qui a amené à ce qu'il se retrouve à la rue, puis en structure, puis en pension de famille. On est loin du profil unique de la personne peu ou pas éduquée qui viendrait d'un milieu social défavorisé. Oui, clairement. Clairement, et je pense que si on prend le temps d'écouter ces personnes-là, elles pourraient amener 1 milliard de choses à qui les écouterait, qui prendraient ce temps-là. Et toutes, elles ont une richesse et une connaissance incroyable. Pourquoi est-ce que toi, tu en es arrivé à un moment dans ta vie à t'intéresser spécifiquement à la question périmortem, c'est-à-dire de la fin de vie, de la mort et du deuil, des personnes en situation de précarité ? Alors du coup, moi, à la base, je suis rentrée par la porte du vieillissement parce que j'étais en service civique dans un EHPAD. Et un jour, il y a une dame qui a dit, une des professionnelles qui travaillait là, qui dit « Et puis quoi encore, bientôt, ils vont nous refourguer des vieux clodos. » Et là, je me suis dit « C'est vrai ça, dis donc, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là une fois qu'ils vieillissent ? On n'en voit pas dans les structures. » Et après, j'ai fait un master sur le vieillissement et je me suis dit « c'est trop l'occasion de travailler sur cette question du vieillissement des personnes en situation de précarité. » Et sur la même période, le Relais Ozanam commençait à s'intéresser à la question du vieillissement du public qu'ils accueillaient. Du coup, moi, je suis rentrée vraiment par cette porte d'entrée de vieillissement. Et en fait, ce qui est ressorti de manière assez rapide et assez prégnante, c'est qu'un des problèmes du vieillissement, c'était la fin de vie et la mort. Et qu'en fait, il fallait travailler ces deux questions-là en parallèle et pas éluder la question périmortem pour se centrer uniquement sur vieillissement et perte d'autonomie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup quand ces personnes-là arrivent en fin de vie ? Comme on disait tout à l'heure sur comment on devient en situation de précarité, il y a 1001 histoires différentes et ça va dépendre de plein de facteurs. Si jamais elles sont en lien encore avec leur famille ou pas, est-ce qu'elles ont des liens amicaux, elles sont complètement isolées, est-ce qu'elles sont suivies dans un dispositif ou non, et quel dispositif, quelles sont les circonstances aussi du décès. On ne peut pas généraliser et dire quand il y a une personne en situation de précarité qui décède, il se passe ça. Après, moi, de ce que j'ai vu et entendu, ce qui ressort un peu de commun, c'est que ça bricole.
Il n'y a pas de procédure. C'est pas comme à l'hôpital où, paf, il y a un décès, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment prévenir les gens, qui fait quoi. Et là, comme c'est des thématiques en fait qui ne sont pas abordées dans le social, que personne n'est ni formé, ni prêt, ni n'a forcément envie, parce que ça vient quand même bouleverser le cœur de métier initial, ces questions de vieillissement et de fin de vie. Parce qu'à la base, dans le travail social, la fin d'un accompagnement, c'est plutôt de la réinsertion, du retour à l'emploi, et pas la fin tout court. Et du coup, je pense que ça vient vraiment re-questionner et bousculer les professionnels. Et du coup, vraiment, ce qui ressort, c'est que ça bricole et que ça manque de fluidité entre les acteurs, parce que du coup, personne sait vraiment qui doit faire quoi, quel est le rôle de qui. Quand en plus, il y a une famille qui n'était pas là depuis des années, qui réapparaît, ça vient rajouter encore un acteur supplémentaire. Et ce qu'on note aussi, c'est que bien souvent, l'information circule assez mal. Ben, par exemple, moi j'ai rencontré des personnes qui ont appris le décès de personnes des mois après que le décès ait eu lieu. Par exemple, c'est arrivé sur une structure qu'un résident qui a été hospitalisé, la personne est décédée, l'hôpital a oublié de prévenir la structure d'origine de la personne et du coup, un professionnel est retourné à l'hôpital pour rendre visite à cette personne-là avec un résident et là, ils ont appris le décès comme ça 2 jours après que ça ait eu lieu. Donc voilà, donc il y a vraiment un problème de communication aussi et de circulation de l'information. Parce que si je comprends bien, dans ce cas de figure-là, le système, ce qu'il va faire, c'est prévenir la famille de sang. Pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément les contacts. Sur des personnes qui sont en rupture familiale depuis des années, il n'y a pas forcément les contacts. Du coup, des fois, on ne sait pas qui ils préviennent. Ça arrive aussi que ça passe direct aux pompes funèbres. Et après les pompes funèbres, l'hôpital a dit que la personne était isolée ou qui appelle direct le collectif mort de rue. Enfin, en tout cas, sur Grenoble, des fois, ça peut se passer. Alors que la personne est accompagnée dans une structure. Il y a des fois des infos qui se court-circuitent et où ça peut être, du coup, violent pour les autres personnes accompagnées et pour les professionnels qui ont un peu le sentiment d'abandonner les personnes ou de se sentir dépossédés de la fin de l'accompagnement, pour le coup. Et est-ce que ça peut même aller jusqu'à ne pas pouvoir assister aux funérailles? Oui, oui, clairement. Après, ça, c'est plutôt quand la famille de sang réapparaît et que la famille n'était pas forcément au courant du vécu de la personne, de passage à la rue, du fait qu'elle était accompagnée dans une structure. Et où du coup, oui, il y a des fois où les familles refusent que les copains de la rue soient là, ou même des pros qui l'ont accompagnée parfois pendant des années soient présentes aux funérailles. Et oui, oui, ça arrive assez fréquemment. Et c'est hyper violent pour tout le monde. Encore une fois, on est dans du bricolage et du coup, les personnes proches essaient quand même de trouver un truc auquel se rattacher et font elles-mêmes des temps peut-être pas de cérémonie, mais d'hommage ou ou créer des trucs qui leur ressemblent pour quand même se retrouver, rendre hommage, se créer des rituels, quoi. Est-ce que tu as pu assister par exemple à des moments comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, dans pas mal de villes maintenant, il y a des collectifs morts de rue ou associations équivalentes qui se sont développés. Dans pas mal de villes, du coup, ça a été créé par et pour les personnes de la rue, mais ça a dévié peu à peu dans pas mal de villes. Les personnes de la rue n'y sont plus dans ces collectifs-là. Du coup, ils ont recréé encore des trucs alternatifs. Et c'est très variable, encore une fois, du profil des personnes. Mais clairement, pour les gens de la rue, par exemple, il y a un peu ce truc assez fréquent de verser une bière sur le cercueil. Ou il y a des gens qui disent moi, à mon enterrement, je veux qu'on boive, qu'on fume et qu'on danse. Et voilà, et après, nous, à Grenoble, je sais qu'il y a des groupes qui créent des petits hommages. Alors, du coup, ça peut aller du lâcher de ballon ou de témoignages. Voilà, et après, sur d'autres structures, ça peut être des repas, des temps de retrouvailles. Chacun trouve le truc qui lui fait du bien, je pense. Et après, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est qu'il y a une forte solidarité entre les pairs, qui se soutiennent entre eux, quitte parfois à s'oublier eux-mêmes, et qui gèrent aussi les urgences, notamment qu'est-ce qu'on fait des animaux, qui s'en occupent, parce que c'est des vraies questions, et que les animaux font s'en rendre qu'ils ont aussi une place très importante pour les personnes, et que bien souvent quand on parle de décès d'une personne. Et moi, ce que j'ai appris au contact de ce public-là, qui est par ailleurs vrai pour plein d'autres publics, je pense, mais c'est la place des animaux, et qu'en fait, oui, le deuil animalier, c'est un deuil qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accompagner, et qui, s'il est mal accompagné, peut avoir des
c'est d'énormes conséquences derrière en termes de rupture de droits, de santé mentale, de santé tout court. C'est vraiment un deuil à pas négliger et qui pourtant n'est pas du tout reconnu. T'as commencé du coup à aborder le sujet. C'est une série de témoignages dans laquelle on entend plus spécifiquement parler de ces vécus de deuil des personnes en situation de précarité. Quelles sont les singularités que tu vois, toi, dans leur vécu de deuil? Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'accumulation des pertes et des deuils qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et il y avait une fille qui me disait, moi j'ai 25 ans, il y en a qui comptent les moutons pour s'endormir, moi je compte mes morts. Et voilà, je trouve que c'était vraiment représentatif de ce cumul de pertes. Après, je trouve des spécificités aussi. Il y en a qui appellent ça le deuil différé, où en fait, c'est des deuils qui n'ont pas forcément lieu au moment de la mort de la personne, parce que on savait pas que la personne était morte, et on apprend la mort des mois après, et où du coup, on n'a pas pu assister ni à la cérémonie, ni voir le corps, ni parfois on ne sait pas les circonstances du décès, tout ça. Et quand on organise les hommages aux morts de rue, on essaie un peu de lister toutes les personnes décédées dans l'année. Et du coup, on demande, c'est vraiment le bouche à oreille qui permet ce recensement-là. Et il y a des fois des personnes qui apprennent le décès à ce moment-là. Et il y en a qui prennent ça pour du désintérêt. Moi, je pense que c'est juste le quotidien et les circonstances qui font on l'a pas su. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise interprétation aussi de comment ils vivent les choses. Parce que, par exemple, c'est très rare qu'ils aillent au cimetière, sans vouloir généraliser, mais moi, les personnes que j'ai rencontrées, il y en a qui me disent nous, on va pas au cimetière parce que déjà, on a des chiens qui sont pas forcément les bienvenus sur les cimetières, que le code social quand on va dans un cimetière, c'est d'amener des fleurs. On n'a pas les sous pour acheter des fleurs. Enfin voilà, il y a plein de normes qui font qu'ils vont pas là et que souvent aussi, sur la tombe, c'est pas le nom qu'ils connaissaient de la personne qui est gravé. Quand il y a une tombe, ou même au carré commun, ou sur la plaque, ça va pas être le nom de la personne. Et du coup, pour eux, c'est hyper violent de se dire que, nous, on a enterré un tel, et sur la tombe, c'est monsieur, machin. Et voilà, et ça, je pense que c'est très violent pour eux aussi. Et après, je trouve que ce qui ressort aussi, là, de manière assez transversale, c'est le conflit de légitimité, je trouve, entre les copains, la famille de cœur et la famille de sang, où chacun pense que c'est lui le seul légitime à bien représenter le défunt. Et chez les chercheurs qui se sont intéressés à la question, on lit souvent que la mort a un côté resocialisant pour les personnes et qu'elles renouent avec leur famille et leur identité. Et il y a des gens qui disent que la mort marque la réintégration du défunt dans la sphère familiale parce que la mort a rendu la personne inoffensive et que ce renouement imaginaire peut être déculpabilisant et permet de faciliter le travail de deuil pour les survivants. Et en fait, je trouve que dans ce prisme-là, les survivants, c'est uniquement la famille de sang. Et pour les copains, c'est la double peine, en fait. Ils perdent quelqu'un qu'ils ont vu pendant des années, avec qui ils ont... il y a des liens hyper forts qui se sont créés. Et du coup, ils perdent en plus l'identité de cette personne-là. C'est comme si son identité, son passage à la rue ou en structure était piétiné et complètement effacé de son historique jusqu'au nom. Parce qu'il y a plein de surnoms dans la rue. Et en plus de perdre cette relation à la personne et de devoir recomposer avec son absence, ils perdent un bout de leur histoire, quoi. Et ça, je pense que ça facilite pas. Et en plus, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'accompagnement ni le réflexe déjà de se dire on va aller parler de ce qu'on vit qui est douloureux, tout ça, qui savent pas forcément à qui aller en parler, qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour se payer des temps d'accompagnement, tout ça, qui se sentent pas légitimes à aller sur des groupes existants parce que si la personne elle a envie de parler du décès de son chien et qu'elle s'entend dire oui ça va, c'était qu'un chien, ça rajoute encore une couche. Et en plus c'est des personnes, pour beaucoup d'entre elles, qui sont déjà suivies par des psychiatres,
par des travailleurs sociaux et qu'en fait qu'ils en ont marre de se raconter et qu'il y a quand même ce truc de l'accompagnement du deuil qui passe par la parole et qu'ils en ont juste marre de ce média-là et que ça pourrait être chouette d'imaginer d'autres espaces sur lesquels ils pourraient se retrouver pour exprimer en tout cas ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ça fait partie de ce que vous essayez de faire avec VIP ? C'est un des projets, ouais, de réfléchir à ça parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un besoin et que les travailleurs sociaux, ils ont ni forcément les compétences, ni l'envie, ni le temps de faire ce travail-là. Et oui, je pense que c'est une vraie question. Et puis tu l'as vu dans le cadre de tes entretiens où je pense que dès qu'on ouvre la porte et qu'on donne un espace pour s'exprimer là-dessus, les gens s'engouffrent en fait. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté très bienveillant de la part des professionnels qui sont autour d'eux. On veut pas en parler pour pas remuer le couteau dans la plaie et pour pas réveiller certaines choses et tout. Et que je pense que ça vaudrait le coup aussi que dans le social, on se forme sur ces questions-là pour laisser cet espace-là. Pour le permettre. Parce que moi, j'ai des personnes que j'ai croisées qui vont dire puis bon, on a un peu l'impression que les pros, ils font les autruches et qu'on se sent pas écouté en fait. Alors on veut plus les déranger sur ces questions-là parce qu'on sait que ça les met mal à l'aise et que du coup, c'est un peu rigolo parce que très souvent, les personnes essaient aussi de protéger les professionnels qui les accompagnent. Je pense que oui, ça mériterait que ce soit travaillé, mais de manière globale, encore une fois, c'est pas exclusivement dans ce champ-là. Je pense que c'est des questions globalement qui sont tabous et qu'il faudrait travailler. Qu'est-ce que tu aurais envie de laisser comme message aux personnes qui vont nous écouter ? Sur beaucoup de rencontres moi, que j'ai pu faire, ce qui ressort, c'est vraiment ce conflit famille de sang, famille de cœur, et qu'on voit bien qu'actuellement, au niveau de la loi, c'est la famille de sang qui prime, au niveau de la recherche, les survivants, c'est la famille, et que je pense qu'il faudrait réfléchir plus en termes d'intensité du lien ou de la relation, plutôt qu'en termes de liens administratifs et biologiques et tout ça. Et qu'il faut arrêter d'hierarchiser les personnes. Parce que déjà, les cercles non familiaux sont pas forcément reconnus. Quand en plus, il y a la question de la classe sociale qui rentre en jeu et de la précarité, les personnes sont encore moins reconnues et écoutées. Et du coup, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire là. Et ça s'est vraiment vu dans le Covid, où il y avait des réunions pour les enterrements, 10 personnes max, et c'était 10 personnes de la famille. Et où il y a des gens qui se sont retrouvés enterrés tout seuls parce que les seuls proches qu'ils avaient, c'était pas de la famille, c'était des amis. Et qui pouvaient pas venir parce que c'était la famille qui était importante. Je crois qu'après tous ces entretiens, après la chance que j'ai eue de travailler avec vous à plusieurs occasions, moi, il y a vraiment un message que j'aimerais faire passer aussi, c'est de changer de regard. Et au lieu de regarder les gens de haut, ce qui s'adapte encore plus quand on croise des gens dans la rue qui sont assis et qu'on les prend aussi de haut physiquement, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps d'écouter et de changer vos regards et d'arrêter d'avoir des idées qui sont toutes préconçues peut-être sur, comme disait Charlotte, ce que c'est la précarité. Et juste en ouvrant grand les oreilles, peut-être que ça nous ouvre le cœur aussi. On peut se rendre compte que c'est loin d'être aussi simpliste que ce qu'on s'imagine. Donc voilà, moi le message que j'ai envie de faire passer, c'est oser écouter. Merci Charlotte de ton partage. Merci à toi. Je tiens à remercier du fond du cœur Isa, Nat, Messaouda, Eric, David, Renaud, Richard, Pierre et Chantal pour leur authenticité et leur confiance dans leur participation à ce projet. Sans oublier Clémentine et bien sûr Charlotte pour le soutien, l'organisation et leur enthousiasme à toute épreuve. Cette série de témoignages s'inscrit dans un projet plus global de recueil de paroles et de photographies réalisé aux côtés de Mathilde Parquet, photographe spécialisée dans la question des âges, et il donnera lieu à une exposition.
Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.les-envolés.com, onglet Le podcast. Je te remercie de ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.